Bienvenue dans Arte Reportage. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans deux directions opposées, l'Orient et l'Occident, la Chine et les États-Unis. Amende honorable et l'arme à gogo. En Amérique, les prévenus tournent des vidéos qu'ils envoient aux juges pour obtenir leur clémence. Le pour et le contre de ces portraits à décharge. Dans notre premier reportage, c'est le gouvernement qui est sur le banc des accusés. Ce qui se joue dans la province chinoise de Xinjiang sort tout droit d'un roman de George Orwell. Partout, des caméras, des postes de contrôle et surtout d'immenses camps d'internement avec leurs miradors et leurs barbelés. Plus d'1 million de personnes y seraient enfermées. Des musulmans ouïghours pour la plupart. Dans ces camps de rééducation, ils subissent un lavage de cerveau. On les oblige à renoncer à la religion et à toute velléité d'indépendance pour se convertir au communisme, par la force s'il le faut. Aujourd'hui, le régime de Pékin, qui ne peut plus nier l'existence de ces camps, les présente comme un moyen préventif de lutte contre le terrorisme islamiste. Pour les journalistes, il est quasi impossible de s'en approcher. Mais Angélique Forget et Antoine Védéier y sont parvenus. Ils ont aussi rencontré des Ouïghours exilés qui, pour la première fois, ont osé s'exprimer. Gulbahar est l'une d'entre eux. Son récit dépasse l'entendement. Pourtant, c'est une histoire parmi des centaines de milliers d'autres. C'est un sentiment qu'elle avait fini par oublier. Une sensation qu'elle ne pensait jamais retrouver. Depuis 6 mois, sur les rives du Bosphore à Istanbul, Gulbahar Celilova redécouvre la liberté. Aujourd'hui, je me sens libre. Je me sens bien. Je me sens libre de respirer, libre de sentir sur ma peau les rayons du soleil. Gulbahar est d'ethnie ouïghour. Pendant 1 an, 3 mois et 10 jours, elle a vécu enfermée dans un camp dans l'ouest de la Chine. Un calvaire qui débute en mai 2017 lorsque des policiers l'arrêtent dans sa chambre d'hôtel. J'étais épuisée. Ils m'ont emmenée dans une pièce fermée par de lourdes portes métalliques. Elles faisaient beaucoup de bruit quand on les ouvrait. La pièce faisait 20 mètres carrés environ et il n'y avait pas de fenêtre. À l'intérieur, il y avait une 40aine de femmes et la moitié d'entre elles étaient debout. Les autres étaient allongées au sol les unes contre les autres. On portait toutes de très lourdes chaînes aux pieds. Dans les cellules, Gulbahar décrit des conditions de vie insupportables. Manque d'hygiène, d'eau et de nourriture. Elle est aussi soumise à des sessions de lavage de cerveau. Elle doit prêter allégeance au Parti communiste chinois. Une fois par semaine, il nous montrait une vidéo sur Xi Jinping. Ensuite, il nous demandait d'écrire notre autocritique. C'était pour s'assurer que nos idées changeaient et s'amélioraient. Tous les lundis aussi, à 9h55, nous devions nous mettre debout pour chanter l'hymne chinois. Le reste de la semaine, nous devions chanter 5 chansons chaque jour. J'ai oublié le reste. On chantait ce genre de chansons, et si on chantait pas, on n'avait pas de nourriture et ils nous punissaient. Dans l'ouest de la Chine, il existerait une centaine de camps comme celui dont parle Gulbahar. Des complexes immenses
où selon plusieurs ONG, plus d'1 million de Ouïghours seraient enfermés. Les Ouïghours, une ethnie musulmane et turcophone, présente dans la province du Xinjiang. Les autorités chinoises ont transformé cette région grande comme 3 fois la France en un gigantesque État policier. Pékin veut mettre au pas cette communauté car ces dernières années, le Xinjiang a connu plusieurs soulèvements violemment réprimés. Les Ouïghours dénonçaient les discriminations dont ils estiment être victimes. Sous couvert d'une lutte contre l'extrémisme religieux et en réponse à plusieurs attentats perpétrés par des Ouïghours, les autorités chinoises veulent désormais les rééduquer dans des camps. Aujourd'hui en Chine, 10% des Ouïghours seraient détenus. Des hommes et des femmes de toutes les classes sociales, la vague de répression n'épargne personne. Même la star Abla Janaout, qui défendait dans ses chansons la culture et l'identité ouïghour, est l'une des victimes du plus grand internement de masse du XXIe siècle. À plus de 9000 km du Xinjiang, Vancouver au Canada. C'est ici, sur le campus de la prestigieuse université de la British Columbia, que Shaun Zhang, un Chinois de 29 ans, étudiant en droit, a été l'un des tout premiers à prouver l'existence des camps. Depuis sa chambre, il collecte des documents officiels chinois disponibles sur Internet. Appel d'offres du gouvernement permis de construire, commande de matériel. Grâce aux adresses qui y figurent, il localise des camps sur des images satellites et parvient à établir une carte précise qu'il publie sur son blog. La plupart de ceux que j'ai trouvés sont dans le sud du Xinjiang, vers Kashgar ou Yarkand, ou encore la Rotan. Ce n'est pas une carte exhaustive, parce que je ne dispose d'images satellites que pour les grandes villes. Selon Shaun, il existerait dans tout le Xinjiang une centaine de camps qu'il identifie facilement et qu'il peut différencier des prisons car ils ne sont pas conçus sur le même modèle. D'après cette photo, je peux dire sans trop d'hésitation que c'est un camp de détention. Comme vous pouvez le voir, il y a des miradors ici, là, là et encore là. Et ce mur fait environ 3 à 5 mètres de haut d'après l'ombre. C'est tout à fait typique. Je retrouve ce genre d'éléments dans beaucoup d'autres camps. Des camps ultra sécurisés qui s'agrandissent en un temps record. En 2016, sur ce terrain vague, quelques logements, transformés 2 ans plus tard en un camp gigantesque. 166 000 mètres carrés de bâtiments sont sortis de terre. D'après un rare document que Shaun a pu consulter, ce camp hébergerait aujourd'hui plus de 8000 personnes. Visiblement, ce camp s'est élargi pour une raison. Il faut y détenir de plus en plus de monde. Donc il faut construire de nouveaux camps pour recevoir plus de détenus. Plusieurs fois, nous nous sommes rendus dans la province du Xinjiang dans l'espoir d'approcher l'un de ces camps. Mais là-bas, les journalistes étrangers ne sont pas les bienvenus. Dès notre arrivée, nous sommes suivis par plusieurs véhicules comme cette voiture blanche ou celle-ci. Nous sommes aussi pris en filature ostensiblement par des hommes en civil. En pleine rue, nous sommes empêchés de filmer. Au cours de nos 3 séjours dans la province, nous avons été arrêtés 7 fois au total.
comme sur cette route à proximité d'un camp. Un barrage de police nous empêche d'aller plus loin. Nous sommes ensuite conduits dans ce poste de police où des agents vérifient notre identité et nous interrogent. Nous filmons discrètement. Vous êtes journaliste à Shanghai. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Nous sommes venus filmer le camp de Dabensheng. Il n'y a pas de camp de rééducation ici. Ici, à Dabensheng, il n'y a pas de camp. Non, il n'y en a pas. Si, il y en a un grand. Il y a beaucoup de monde. Non, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Le camp de Dabensheng, on le voit sur cette image satellite. Nous ne pourrons pas nous en approcher. Ces policiers nous contraignent à faire demi-tour. Les 11 millions de Ouïghours qui peuplent le Xinjiang vivent désormais dans une immense prison à ciel ouvert. Stations de police et checkpoints quadrillent le territoire. Ils sont constamment fouillés. À l'entrée des gares, des supermarchés, avant de monter dans le bus. Les contenus des téléphones portables sont régulièrement contrôlés. Le Xinjiang est à la pointe du système de reconnaissance faciale, déployé dans toute la Chine. Des centaines de milliers de caméras scrutent chaque rue, chaque mosquée. On les retrouve même à l'intérieur des taxis, à l'entrée des toilettes publiques. Pour les Ouïghours, la vie sous surveillance n'est plus leur seul fardeau. Ils risquent désormais à chaque instant d'être envoyés dans des camps. Et ils ne sont pas les seuls à subir cette menace. Toutes les minorités présentes au Xinjiang souffrent de la même répression. Kazakhs, Tatars, Kirghizes. Dans certaines villes, des quartiers entiers ont été vidés de leurs habitants. Sur les portes des maisons et des boutiques, des scellés, les familles qui vivaient ici ont toutes été arrêtées. Comme dans cette rue d'Urumqi, la capitale du Xinjiang. La maison d'à côté est fermée, n'est-ce pas? Pourquoi? Oui, cette maison-là et celle d'à côté, c'est pareil. Elles sont fermées. Où sont passés les gens qui vivaient ici? Les gens? Un voisin intervient, mais refuse d'être filmé. Vous savez pourquoi ces maisons sont fermées? Oui, ils sont à Dabensheng. Dabensheng, c'est le camp que nous avons essayé d'approcher. 10 000 personnes y seraient enfermées. Énormément de gens ont été envoyés là-bas. Cet homme n'en dira pas plus. Il nous fait signe de partir. Au cours de l'un de nos séjours au Xinjiang, à partir de coordonnées GPS transmises par Shonjiang, nous parvenons exceptionnellement à nous approcher du camp que l'on voit sur cette photo satellite. Ces images sont rares. Nous sommes à Hotan, dans le sud de la province. La ville compte au moins 8 camps. Celui-ci semble flambant neuf. Une dizaine de bâtiments, des murs hérissés de barbelés et des caméras qui scrutent chaque centimètre carré. Aux fenêtres, grillages et barreaux. Devant l'enceinte, ces enfants accompagnés de leurs grands-parents ont leur père enfermé. Qu'est-ce que c'est cet endroit? C'est une école, un endroit pour apprendre. Pour apprendre quoi? La langue nationale. Et tu sais pourquoi ton père est là-bas? Je ne sais pas trop. Quelques mètres plus loin, cet homme a lui aussi un proche incarcéré. Vous connaissez des gens à l'intérieur? Oui, mon grand frère est dedans. Pourquoi? Il étudie. Il étudie. Mais pourquoi a-t-il été envoyé ici? On ne sait pas. Vous savez ce qu'il étudie? Le Parti communiste. Nous n'avons pas été autorisés à visiter l'intérieur d'un camp. Mais dans l'ouest du Xinjiang, un journaliste chinois a pu filmer ces quelques images en caméra cachée.
C'était en août dernier. Le bâtiment était encore en construction. Depuis, plus de 1000 personnes y sont enfermées. À l'intérieur, on découvre des dortoirs qui ressemblent à des cellules de prison. À chaque étage, 3 salles de classe comme celle-ci, et au mur des slogans. Suivez les directives du président Xi Jinping sur le socialisme, aux caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère. De l'autre côté de la frontière chinoise, au Kazakhstan, nous avons retrouvé une femme, témoin clé de ce qui se passe réellement à l'intérieur de ces camps. Saragul Sotbeh est chinoise, d'ethnie kazakh. En novembre 2017, elle a été emmenée de force dans un camp et contrainte d'enseigner le mandarin à des détenus. Libérée 4 mois plus tard sans savoir pourquoi, elle vit aujourd'hui en exil. C'est la première fois qu'elle parle devant une caméra. Tous les jours, je devais faire travailler les détenus. Je devais leur faire dire des centaines de fois, des milliers de fois, « Je suis chinois, je suis fier de la Chine ». Ces phrases, ils devaient les dire debout et les dire fort. Et moi, je devais les guider des milliers de fois. Ils devaient dire leur amour pour Xi Jinping et pour le Parti communiste. Quand j'allais en classe, il y avait 2 policiers armés qui me suivaient dans le dos. Quand je donnais cours, ils restaient derrière moi. À l'intérieur du camp, 2500 détenus. Ils sont d'ethnie kazakh ou ouïghour. À plusieurs reprises, Saragul est témoin de violences. Parfois, quand je donnais cours, les policiers armés faisaient irruption dans la classe. Ils étaient 2 ou 3 et sortaient de force des détenus. Ces personnes-là, je ne les ai plus jamais revues. Parfois aussi, le soir, au moment du dîner, on entendait des gens appeler au secours. Ces voix, ce sont les voix les plus misérables que j'ai jamais entendues. On se disait qu'ils étaient en train de les torturer. Les détenus sont censés être rééduqués. Ils sont en fait torturés et maltraités. Saragul raconte d'autres sévices. Les détenus devaient aussi recevoir des piqûres. Il ne s'agissait pas de piqûres pour les soigner, vous voyez. Ces piqûres, c'était comme de la torture. Elles étaient faites pour prendre le contrôle de leur mental. Les gens à l'intérieur du camp n'avaient plus aucune force pour se rebeller. À Istanbul, Gulbar Celilova nous révèle avoir été soumise à ces mêmes injections dans le camp où elle a passé plus d'1 an. Ils nous piquaient ici ou là, une fois par semaine. On devait sortir notre bras par une petite ouverture dans la porte. Nous nous sommes rendus compte qu'à cause de ces injections, nous n'avions plus nos règles. Les miennes se sont arrêtées 1 mois après le début de ma détention. Et puis nous ne pensions plus à rien, nous ne pensions plus à nos proches, à nos familles. Je ne savais plus où j'étais née. J'avais l'impression d'avoir toujours vécu là. On ne sentait plus ni le froid ni la faim. C'était comme si nous étions des morceaux de viande posés là. Pendant de longs mois, Pékin a nié l'existence de ces camps, puis a fini par les reconnaître et leur a donné un cadre légal. Dans ce reportage diffusé par la télévision d'État, on voit des hommes et des femmes qui y apprennent le mandarin. Ils reçoivent aussi des formations professionnelles comme la couture ou la menuiserie. Logés dans des bâtiments propres, tous semblent heureux d'être là. Je ne préfère vraiment pas imaginer où je serais si je n'étais pas ici en train d'étudier. Peut-être que j'aurais suivi des extrémistes religieux, que je serais devenue une criminelle. Le gouvernement et le parti m'ont trouvé à temps. Et ils m'ont sauvée.
Nous avons montré cette vidéo à Gulbar Celilova. Les camps dans lesquels je suis restée ne sont pas du tout comme ça. Nous, on ne sortait jamais de notre pièce de 20 mètres carrés. Là, ils montrent 10, 20 personnes et ils disent « Regardez comme ils vont bien !» Mais les gens dans tous les autres camps sont en train de pleurer. Moi, je sors tout juste du camp et je peux vous dire que ce n'est pas du tout comme ça. Gulbar décrit plutôt des femmes détenues contre leur gré et incarcérées de façon arbitraire. Dans ce cahier, elle consigne les noms de ses codétenus et les motifs de leur arrestation. Dès que je me souviens d'un nom, je l'écris. Alia, enfermée car elle a voyagé en Turquie. Anissam, elle, c'était parce qu'elle avait une photo d'une fille en train de prier dans son téléphone. Marfret, arrêtée parce qu'elle portait un foulard. Gulbar Celilova, elle, était directrice d'une société d'import-export. Elle était en Chine pour affaires. Si elle a pu être libérée, c'est parce qu'elle a la nationalité kazakh. Les autorités de son pays ont fait pression sur Pékin pour la faire sortir. Cela faisait 20 ans que je faisais des affaires avec la Chine. Je ne suis pas une terroriste, je suis juste une femme d'affaires normale et une mère de 3 enfants. Comme Gulbar Celilova, 1 million de Ouïghours vivent aujourd'hui en dehors de Chine. Parmi eux, Al-Mourad Ari. Ce médecin généraliste, fils de fonctionnaire ouïghour, a quitté le Xinjiang quand il avait 19 ans. Aujourd'hui, il vit dans la banlieue d'Helsinki avec son épouse, ouïghour elle aussi, et leurs 2 petites filles. On aime beaucoup vivre ici. On se sent chez nous. Pas pour la culture qu'il y a, mais parce qu'on est libre ici. Il y a 2 ans, il apprend que ses parents sont enfermés dans un camp. Parce qu'il sait qu'il n'est pas la seule victime, il lance alors un appel à témoins sur Internet. En quelques jours à peine, il reçoit des centaines de messages. Regardez, on en a tellement. Regardez, je peux même faire comme ça et ça ne s'arrête pas. Il y a près de 400 vidéos et témoignages. Comme celui de cette petite fille qui n'a plus de nouvelles de son papa, ou ce jeune homme de nationalité américaine. Aidez-moi à libérer mon père des camps d'internement chinois, un célèbre rédacteur en chef ouïghour. Je vois que je ne suis pas tout seul. Ça me rend triste, vous savez, parce que vous pouvez sentir leur douleur et vous menez exactement le même combat. Vous avez la même douleur à l'intérieur de vous et vous pouvez sentir leur douleur. Ça fait remonter des émotions. Désolé. Ses parents ont depuis été libérés et placés en résidence surveillée. Mais Al-Mourad refuse d'arrêter là son combat. Régulièrement, il organise des manifestations pour alerter l'opinion publique. Ce jour-là, des Ouïghours venus de toute l'Europe l'ont rejoint à Helsinki. Bonjour à tous, bienvenue et merci d'être venus. Dans leurs mains, un drapeau interdit en Chine, celui du Turkestan oriental. Le Turkestan oriental, c'est le nom que les Ouïghours donnent à leur région, que la Chine appelle Xinjiang. Certains Ouïghours pensent que la survie de leur peuple doit passer par l'indépendance de leur territoire. La Chine communiste administre la province depuis 1949. Est-ce que c'est la solution? En tout cas, c'est ce qu'on aimerait. Parce qu'au XXe siècle, on a déjà été indépendant. En 1933, une première fois, puis en 1944. Donc on n'est pas un pays qui n'a jamais été indépendant, qui n'a jamais été capable d'avoir son propre gouvernement. On sait le faire. Pour eux, aujourd'hui, il y a urgence, car chacun dans ce cortège a un père, une sœur, un ami enfermé.
Erkin Jacob vit en Europe depuis 9 ans. Son neveu resté au Xinjiang aurait été envoyé dans un camp. On se sent vraiment, faible et sans puissance. On est très peu, comme vous avez vu, et nous, très peu de monde qui peut être la voix de notre peuple, et qui est en train de souffrir extrêmement, et il est en train de mourir, je n'exagère pas. Tous ici, Al-Mourad et les autres, promettent de continuer à porter partout la voix de leur communauté pour ne jamais abandonner leurs proches enfermés dans l'enfer concentrationnaire chinois. À l'heure où les Chinois se tournent de plus en plus vers la religion, le régime de Pékin accentue sa répression. La semaine prochaine, nous verrons avec quelle brutalité il combat la secte Falun Gong. Les États-Unis sont les champions du monde de l'internement pour les délits liés à la drogue, mais aussi les champions des peines de prison à vie. Aujourd'hui, plus de 2 millions de citoyens américains sont derrière les barreaux. C'est 700% de plus qu'en 1970. Les 3/4 sont noirs ou latinos. Le président Trump a lancé une vaste et ambitieuse réforme des prisons et souhaite donner plus de marge de manœuvre aux juges dans leurs verdicts. C'est déjà le cas avec les sentencing videos. Depuis quelques années, les prévenus américains réalisent leur portrait sous la forme d'un film promotionnel envoyé aux juges avant le procès dans l'espoir de l'attendrir. Peut-être un moyen pour les jeunes délinquants issus des minorités d'échapper au jugement hâtif, mais beaucoup plus dérangeant dans les affaires de pédopornographie. Nous vous proposons de revoir ce reportage de Virginie Soubier de Cosette Productions. I made a mistake in judgment, one big mistake, and everything comes tumbling down. People make mistakes in life. He's a guy that, if given the opportunity, he'll do the right thing. He won't make that mistake a second time. You're a reportedly smart man. How could you make such a mistake? Listen, there's no excuse. Alan Koslow est un coupable aux abois. Visage humble, remords. Pour tenter de s'attirer la sympathie et la compassion du juge, ce lobbyiste accusé de blanchiment d'argent est prêt à tout. I just want the judge to have mercy on my brother, please. Aux États-Unis, ce documentaire à la gloire du prévenu s'appelle une sentencing vidéo. Miami, en Floride, est le temple du bling américain. La réussite s'exhibe sans complexe. On flambe l'argent, quitte à parfois se brûler les ailes. Affaires de corruption, d'arnaque aux assurances ou de blanchiment. Depuis 4 ans, Katrina Daniel met son savoir-faire d'ancienne journaliste au service des coupables en col blanc. Bonjour, comment ça va? Bien, et toi? Très bien, quoi de neuf? Oh, rien de nouveau, beaucoup de travail. Ce qui est toujours bien. Elle a réalisé la vidéo pour Alan Koslow. What have you lost as a result of these charges against you? Everything they cherish. The family. The kids. Je ne leur dis pas ce qu'ils doivent dire. Mais s'ils ne montrent pas assez de remords, je me débrouille pour leur faire ressentir. Je leur dis, ça vous fait quoi de passer les 5 prochaines années en prison? De louper le mariage de votre fille? La naissance de votre petit-fils? Comment vous vous sentez là? Et chaque fois, ça marche. Ce mini-documentaire a produit son effet. Le juge n'a condamné Alan Koslow qu'à 10 mois de prison, au lieu des 5 ans requis par le procureur. Je veux que le juge puisse voir leurs yeux et l'expression de leur visage. Bien sûr. Aujourd'hui, Katrina et son monteur travaillent sur une nouvelle affaire. Tu peux chercher le moment où elle dit qu'elle est vraiment désolée? Parfait.
Fabuleux, ils vont adorer ça. Parfait. Je pense que ça fera un bon début. Parfait. C'est une cliente qui a plaidé coupable pour une fraude à l'assurance maladie de 175 millions de dollars. Elle a utilisé cet argent pour aider les autres. Ça lui arrivait de porter les mêmes vêtements pendant 3 jours de suite. Elle n'avait pas de sac à main de luxe et ne vivait pas dans un immeuble luxueux. Elle s'est servie de cet argent pour le donner à d'autres, pour nourrir des gens dans le besoin. Tout cela, on doit le montrer au juge. La mise en scène est parfaite. La vidéo sera envoyée au juge avant l'audience, au cours de laquelle il détermine la durée de la peine. Il faut que ces vidéos soient très simples. Elles doivent avoir l'air un peu amateurs. Bien sûr, elles ne sont pas amateurs. Il faut que le son et l'image soient parfaits. Mais elles ne peuvent pas être sophistiquées. On ne peut pas avoir un superbe éclairage qui brille et un beau décor très travaillé. Ça non, on ne peut pas. On doit rester basique. Sinon, le juge pourrait penser que ces gens dépensent tout cet argent parce qu'ils mentent. Si on fait des vidéos très simples et que les témoins sont honnêtes, alors ça passe très bien. Pour sa cliente, qui encourt jusqu'à 12 ans de prison, Katrina espère obtenir une peine divisée par 3. Sur la quarantaine de vidéos qu'elle a réalisées, toutes, à l'exception de 2, ont contribué à obtenir des peines allégées. Auparavant, pendant 20 ans, Katrina Daniel couvrait les procès pour la chaîne de télévision CBS. Depuis sa reconversion, elle collabore avec les avocats et leurs clients. Quasiment tous mes clients sont des cadres, des gens très très riches, des gens intelligents, des médecins, des avocats, des promoteurs immobiliers, des traders. Mes prix vont de 10 000 à 20 000 dollars et plus. Ces vidéos font désormais partie de la stratégie de défense de certains avocats. Bonjour Katrina. Ravi de te voir. Moi aussi. Assieds-toi, nous devons discuter. J'ai une nouvelle affaire en cours en ce moment avec le FBI. L'un de mes clients, un homme d'affaires, la cinquantaine, qui n'a jamais eu d'antécédent judiciaire, mais qui apparemment a un penchant pour la pornographie enfantine. C'est un bon candidat pour faire une vidéo. Il a l'air propre sur lui, il a une famille, pas d'antécédents criminels. Il a 58 ans. Qui pourrait témoigner en sa faveur et qu'est-ce qu'ils vont dire? Il a 2 fils, il n'est pas marié, il est investi dans des associations. Je pense que l'on devrait pouvoir obtenir des interviews intéressantes. Il était chef scout. Il a dû démissionner tout de suite, évidemment, ça c'est un problème. Y a-t-il quelqu'un chez les scouts qui pourrait témoigner et dire qu'il était un mec super et qu'il n'a jamais touché les enfants ou posé une main sur eux ou un truc du genre? Je pense qu'on devrait arriver à faire témoigner 1 ou 2 parents, ou même des adolescents. On les enregistre et on voit si c'est positif. Si ça ne l'est pas, on les coupe au montage. On fabrique ces vidéos qui humanisent le client. On montre leur remords, on montre comment leur vie a été bouleversée. Ce n'est plus seulement un bout de papier ou un numéro, c'est la personne que l'on regarde. Et au lieu d'avoir 10 ou 15 minutes pour défendre mon client devant le juge, j'ai maintenant une vidéo de 25 minutes que le juge, s'il est consciencieux, va regarder 2, 3, 5, 10 fois et qui aura un tel impact sur lui qu'il va baisser la durée de la peine. Elles sont très, très efficaces. Indéniablement efficaces, ces vidéos repoussent encore les limites dans la bataille que se livrent accusation et défense aux États-Unis. L'usage de la vidéo était, il y a encore quelques années, réservé à l'accusation. Dans les affaires de peine capitale, par exemple, le procureur a la possibilité de faire réaliser un film en hommage à la victime. Moins dramatique, mais tout aussi efficace, après un accident, les plaignants font souvent réaliser des vidéos qui montrent leur quotidien aux jurés,
dans l'intention d'obtenir des dommages et intérêts. Mais depuis un arrêt de la Cour suprême en 2005, la défense a elle aussi obtenu le droit de réaliser des vidéos pour ses clients. La pratique s'est répandue dans les tribunaux ces 2 ou 3 dernières années. L'objectif n'est pas de remettre en cause le verdict de culpabilité, mais de plaider les circonstances atténuantes pour tenter d'obtenir la peine la plus légère possible. Pour cela, après les remords, ces vidéos font très souvent intervenir des psychologues et psychiatres à la rescousse de leurs patients. What personal observations did you have about medications he was taking or not taking? All my test data was consistent with his history and interview data in indicating that he has a major mental illness, a bipolar I disorder. I think that his judgment was impaired from 2012 when he stopped taking his medication. Médecins, collègues de travail ou responsables associatifs dévoilent une autre facette plus positive de l'accusé. Just that he's a great guy. You know, he's not, like I said, he's not harmful. This is not a guy who's going to hurt someone ever. You know, and that would be. Des témoignages que le juge fédéral Charles Breyer apprécie. La détermination d'une peine est personnalisée et doit tenir compte des circonstances particulières à chaque accusé. La vidéo permet de mettre en avant ces particularités individuelles. Dans notre système judiciaire, nous, les juges, devons prendre en compte toutes les informations pertinentes, peu importe d'où elles proviennent. Si la plupart des juges acceptent de visionner ces vidéos, certains magistrats mettent en cause la crédibilité des témoins. Habituellement, lorsqu'un témoin fait une déclaration pendant une audience, la partie adverse a le droit de le contre-interroger. On ne peut pas faire ça avec ces vidéos, puisque les gens qui témoignent ne sont pas présents à l'audience. Le juge Edward Lee a été particulièrement marqué par l'une de ces sentencing vidéos, celle d'Anthony Kirada, un jeune membre de gang repenti et arrêté pour possession illégale d'armes à feu. I used to fear for my life. You know, since then I've grown and I've regained my confidence and my self-esteem. I lost my father at 20 years old, so I fell into a bit of a depression before I could get my mindset back to wanting to come to school. He's starting to see and wants to do something with his life. C'est une vidéo très efficace, bien faite. Il y a des fondus, des flous et une musique très bien orchestrée. Je ne sais pas si elle a été composée exprès pour la vidéo ou pas, mais tout cela me rend suspicieux. Nous, les juges, ne sommes pas censés déterminer une peine sur des émotions, mais en s'appuyant sur des faits, sur la loi et sur les arguments de l'avocat. Nous sommes habitués à travailler avec de l'écrit. On a des dossiers sur chaque affaire, on a les conclusions de la défense. C'est un système qui fonctionne sur l'écrit, et cela depuis des centaines d'années. On pourrait me dire que justement, il est peut-être temps d'entrer dans le 21e siècle et d'utiliser la technologie, mais je pense que cela a ses dangers. Et je ne suis pas sûr que tout changement soit forcément nécessaire. Je crois qu'il faut faire très attention avant d'autoriser ce genre de procédé dans un tribunal. Pourtant, l'institution judiciaire est de plus en plus critiquée. Avec 2,2 millions de citoyens derrière les barreaux, les États-Unis sont le pays qui emprisonne le plus au monde. Il discrimine ces minorités. Les Afro-Américains et les Latinos représentent 3/4 des détenus. Un groupe de recherche estime même qu'un Afro-Américain sur 4 sera emprisonné un jour dans sa vie. San José, en Californie. Bâtie autour d'échangeurs autoroutiers, la ville est au cœur de la Silicon Valley. Mais le miracle économique des nouvelles technologies a laissé beaucoup de monde sur le bord de la route. L'association Debug aide les familles démunies face au système judiciaire. Mais avant d'envisager une vidéo, tout commence par un dossier. Carlos prépare celui pour son fils de 18 ans, en détention provisoire et qui encourt 25 ans de prison.
Là, on travaille sur l'avant, d'accord? La famille, ce qu'il faisait avec eux, l'école, s'il faisait des activités extrascolaires, est-ce qu'il allait à l'église, est-ce qu'il aidait sa grand-mère à sortir les poubelles. Ce sont des trucs comme ça que l'on veut lire dans les lettres, sa vie quotidienne. Elle m'aide à faire une liste de tout ce que je dois faire. Et j'ai du travail. Et ça, ce sont les lettres que les gens ont écrites pour mon fils. Il faut que je rajoute une photo pour chaque personne qui écrit une lettre. Dans un système où plus de 90% des accusés renoncent au procès et acceptent de négocier leur peine avec le procureur, le soutien des familles dans leur défense est primordial. Désormais, on n'a plus un individu seul face au système. On a une communauté qui se soutient et se donne le courage de se battre. Cela permet aux accusés de se dire « Je sais que je suis innocent, je vais prendre le risque d'aller au procès et me bâtir une défense solide. » Et on a commencé à voir des résultats concrets dans les affaires. Et pour aller plus loin, avec l'aide des familles, l'équipe de Debug réalise elle aussi des portraits filmés pour ses accusés. Cet après-midi, Andrew et Cherish ont planifié une série d'interviews dans un quartier pauvre et violent de San Francisco. Ils préparent la défense d'un jeune homme inculpé dans une attaque de banque à main armée. Nous allons faire une vidéo sur Demary. Nous voulons raconter qui il est et aussi l'environnement dans lequel il vit. Le tribunal sait qu'il est membre d'un gang, mais on veut aller au-delà de ça. On veut raconter son histoire, comment il est devenu un délinquant, comment tout ce quartier a été criminalisé par la police. Je m'appelle Rachel et je connais Demary depuis à peu près 15 ans. Le Demary que je connais est quelqu'un qui travaille dur. J'ai toujours pensé qu'il allait réussir. Demary ne traînait pas dehors. Il n'était pas violent. Il voulait montrer à tout le monde qu'on pouvait s'en sortir. Que même en partant de rien, on pouvait devenir un bon citoyen, on pouvait devenir quelqu'un d'important. Rachel est une amie du jeune homme inculpé. Elle est un modèle de réussite dans le quartier. Elle a fait des études supérieures et travaille dans le système judiciaire. Sa voix compte. Et voilà. Merci beaucoup. Pas de quoi. Je suis là, je reste dans le coin. La sœur du jeune prévenu affronte à son tour la caméra. Est-ce que vous pouvez dire votre nom et comment vous connaissez Demary? Je m'appelle Lachanay et je suis la sœur jumelle de Demary. Il est comme mon rocher. Un soutien inconditionnel. C'est vraiment quelqu'un de bien. On a grandi ensemble. C'était un bon garçon, drôle, énergique. C'est quelqu'un d'attentionné, de très proche de sa famille. Il adore ses enfants. Excusez-moi. On a perdu notre père à l'âge de 15 ans. Tout ce qu'il a fait, c'est pour essayer de s'en sortir. Il n'a jamais eu cette figure paternelle pour lui dire que ce qu'il faisait n'était pas bien. Alors il est devenu un cliché dans ce monde. Très jeune, il a été harcelé par la police, stigmatisé. Il avait à peine 15 ans quand on l'a accusé d'appartenir à un gang. Je sais qu'on lui a déjà donné une deuxième chance, et plusieurs fois. Mais j'aimerais tellement qu'on lui donne une dernière chance, que le juge soit clément avec sa peine, car je sais que ses enfants vont en souffrir. Devant la caméra des deux vidéastes amateurs, les témoignages se succèdent. Chacun raconte son quartier, une anecdote ou un souvenir avec l'accusé.
L'avocat du jeune homme inculpé participe lui aussi. J'aimerais que vous nous racontiez un bon souvenir, quelque chose qui nous montrerait sa générosité. À une époque, il m'a beaucoup aidé. Quand ça n'allait pas, il était toujours là pour me remonter le moral, m'encourager, un peu comme un grand frère. Souvent, je fais venir des témoins au tribunal, mais la plupart du temps, cela n'a pas l'effet que j'aimerais car le tribunal est une institution très rigide qui met les gens mal à l'aise. Je pense que cette approche avec la vidéo, le fait de venir voir les gens chez eux, dans leur environnement, ça leur permet de se confier beaucoup plus facilement. Je pense que cela va faire une énorme différence. C'est la première fois que cet avocat fait appel à Debug pour réaliser une vidéo. Il ne sait pas exactement quel impact cela aura sur la décision du juge. Dans certaines affaires, pourtant, les vidéos de l'association ont prouvé qu'elles pouvaient être redoutablement efficaces. My name is Tyler Purvis. I'm 20 years old. Tyler Purvis aurait pu passer les 15 prochaines années de sa vie en prison. J'apprécie vraiment cette deuxième chance. J'étais jeune et stupide aussi. En 2013, alors qu'il traîne avec ses copains, Tyler vole le téléphone portable d'un autre adolescent et le menace avec une arme. Il est arrêté et risque une peine très lourde, 12 à 15 ans de prison. What I remember about Tyler was just sweet. I mean, he was just sweet and quiet and gentle, and I still see that in him as a young man. After I graduated, my life, I would describe my life as really uncertain. My older sister going to grad school and doing like a lot of years of college, and my brother being an eye doctor. I felt like there was kind of a lot of pressure on me. He said, "Dad, I've been arrested." And the first thing that went through my head was when it happened to him. That's the first thing that went through my head. C'était très très stressant. Avoir son fils dans le système judiciaire, c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Thank you, Heavenly Father, for this food we're about to receive. Please let strengthen our minds, bodies, and souls. In your Son Jesus' name we pray. Amen. Ils mettent tout le monde dans le même sac et ils regardent tout le monde pareil. Pour toi, bien sûr, c'est hyper personnel, mais pour eux, ça ne l'est pas. Donc c'est vraiment stressant. Tu fais des insomnies. Les nuits avant l'audience, tu ne peux pas dormir. C'est sûr, j'ai eu beaucoup de chance, vraiment de la chance. Au final, c'était juste un petit rappel à l'ordre, alors que j'aurais pu rester très longtemps en prison. Melissa, good to see you. Tyler doit sa liberté à l'obstination d'une avocate commise d'office. Oh mon Dieu, tu as changé de coiffure, tu es superbe. Ended up taking somebody's cell phone. I kind of lose my mind when I start drinking. On venait d'avoir une formation au bureau sur ces vidéos qui présentent les circonstances atténuantes et qui commencent à être acceptées dans les tribunaux. Et j'ai pensé que Tyler était un cas parfait, parce qu'il n'avait pas de passé criminel, il avait une famille aimante qui le soutenait, il faisait partie de la classe moyenne. Et je pense qu'en prison, il aurait été violemment agressé. Melissa Wardlow veut alors convaincre le procureur de laisser tomber les charges de vol aggravé avec une arme. Dans ce film de 10 minutes, les amis et la famille de Tyler brossent un portrait émouvant du jeune homme. My family expects more from me, and there's really no reason that I should have did that. Tyler was raised in a very loving home. Tyler has a huge village of support. I mean, I'm his #1 fan, and I'll always be his #1 fan.
His dad and I are not together anymore, haven't been for many years, but his dad, he has an awesome dad. Without question, there's no pattern for this, and therefore I don't see Tyler committing another crime like this. Tyler is listening to people now. J'ai l'impression que sans cette vidéo, je n'aurais pas pu raconter ma version de l'histoire au tribunal. Je ne m'imaginais pas me lever et raconter toute ma vie au juge. Il était très intimidant. C'est nettement plus facile de parler à une caméra. Je craignais que l'on voie cette affaire, même inconsciemment, comme un énième jeune noir qui commet un crime violent. Moi, je voulais que le procureur voie Tyler comme son voisin d'à côté. Et ce n'est pas constructif de mettre le voisin d'à côté en prison, car cela va le détruire. Tyler n'a finalement été condamné qu'à 2 mois de prison et des travaux d'intérêt général. Susciter l'émotion, mettre en scène ses remords, sa douleur ou sa vie, peaufiner son image de sincérité et donner à voir le meilleur de soi-même. Les méthodes du cinéma hollywoodien s'imposent doucement dans les tribunaux américains. C'est sans doute inconcevable chez nous, mais c'est aussi un moyen de désengorger les prisons américaines surpeuplées. C'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez revoir les reportages de la semaine et bien d'autres encore sur arte.tv. La prochaine émission vous sera présentée par William Irigoyen. Belle semaine à vous.